Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Parier Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre-Yves, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? À quelques heures d'un moment historique pour nous, supporters du Stade Brestois 29. Ouais, c'est vrai que à part à FIFA ou Football Manager, un Barcelone-Brest dans la réalité de mon vivant. Et oui, nous vivons dans cette dans ce monde parallèle, sans doute parallèle, où Brest joue contre Barcelone en Ligue des Champions. Voilà, ça arrive. Ça nous change de notre pain quotidien en Ligue 1 où en ce moment on n'est pas top. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Écoute, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je me souviens que Barcelone a quand même mis, je crois, 9-0 à une équipe, non? Un truc comme ça. Je sais pas, c'est pas Ljubljana, je sais plus quoi. Bratislava. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, et ça fait peur. Ah, ça peut arriver. Ou alors c'était le Bayern. Moi, je sais plus. Ça peut arriver, c'est une probabilité. Bah non, mais on s'en fout. Non, ils ont tapé le Bayern 4-0, 4-1. Oui. Voilà. Oui. Donc déjà, mais commence pas à analyser le match. Nous sommes au début d'émission. C'est le moment où je donne le sommaire. Ça y est. Oui, voilà. Non, mais parce que je suis déjà dedans. Et ouais, il se passe un truc. C'est un truc de fou. Il se passe un truc dans le Finistère. Et bon, au sommaire de notre émission, c'est pas tout. On va vous faire un focus sur le championnat d'Europe de hand féminin qui commence dans quelques jours. Et ce sera l'occasion donc de s'intéresser à l'équipe de France et à ce qu'elle peut faire dans cette compétition. Et à ses individualités. Et à ces individualités qui viennent aussi du Finistère. Il faut le savoir. Pour ça. Et dans notre partie Paris et analyse, eh bien, pas mal de Ligue des Champions cette semaine. On va s'intéresser à la carte. Parce que moi, il me semble qu'il y a deux, trois petits trucs. Je veux bien avoir ton avis sur peut-être des bêtises que je vais faire. Je te donnerai. Et on s'intéressera bien évidemment à quelques matchs de Ligue 1 aussi également. Et puis on en profitera pour répondre à vos questions, puisqu'il y en a eu 2 la semaine dernière. Oui. Alors on va commencer à en répondre à une. Voilà. Ça va ouvrir un petit fil rouge. Voilà. Et l'autre, elle demandera un peu plus de temps, donc on fera sûrement la semaine d'après. Ok. Voilà. Et ben voilà, c'est parti pour ce parier gagnant. Allez, let's go, c'est parti. On démarre avec le championnat d'Europe féminin. Donc, une épreuve qui aura lieu dans quelques jours où la France pourrait bien tirer son épingle du jeu. Et pourquoi on vous parle de ce championnat d'Europe féminin particulièrement? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de Brestoises à participer à cette compétition, donc à suivre. Oui. Voilà, au fur et à mesure, ça va durer quelques temps et puis ça va nous permettre aussi de voir aussi que l'équipe de France féminine a toutes ses chances. Voilà, et donc c'est du 28 novembre au 15 décembre. On l'avait dit l'émission la semaine dernière, sur 3 pays. Autriche, Hongrie et Suisse. Aucun de ces pays-là, peut-être la Hongrie a encore très faible chance d'être au firmament, on va dire, de truster la première place. Et donc c'est régulièrement la France a toutes ses chances. Oui, parce que c'est une des nations les plus fortes du monde, donc forcément en Europe, voilà. Et puis effectivement Brest, vu que le BBH fait partie des 2 équipes les plus fortes en France, oui, c'est normal que tu retrouves quelques joueuses du BBH dans cette équipe. Et bon, on peut faire le tour des Brestoises qui vont participer à cette compétition. Donc, il y a déjà la gardienne, Floriane André. Oui, écoute, j'ai vu l'autre jour un match. Il y avait un petit tournoi là. J'ai vu France-Angola. Et elle était... je pense que Brest a fait une bonne pioche en la prenant. C'est la relève pour moi de l'équipe de France. Franchement, super gardienne. Alors, il y a Laura Glauser et puis... comment elle s'appelle? Sako aussi, la gardienne de Geur, qui est, on va dire, le top 2 des clubs en Europe chez les femmes. Donc super. Donc on a déjà la gardienne de l'équipe de Brest. Et il y a trois gardiennes, bien sûr, pour l'Euro. Après, on va passer aux ailières. Ouais, on a Coralie Lassource aussi, de Brest, Bretagne handball. Voilà, avec Chloé Valentini qui joue à Metz. Donc c'est toujours... vous allez toujours trouver des joueuses de Metz et de Brest, c'est quasiment... Alors avec une... petite victoire pour Brest quand même dans cette équipe de France, parce qu'il y a 6 Brestoises contre 4 Messines. Bon, voilà, effectivement. On verra si ça se fait la même chose en championnat. Les arrières-gauches, donc on a à Brest Clarisse Méraud, voilà. On a Estelle Nzemiko, qui est à Geur, quand je vous donne les clubs, pour ceux qui connaissent, c'est pas mal d'où viennent. C'est un peu le Real Madrid, Barcelone, Manchester City... vous avez vos joueuses qui jouaient dans ces clubs-là au foot. Vous avez l'arrière-gauche aussi, Canor, qui joue, elle, au FTC. Je me demande d'ailleurs, FTC, est-ce que c'est un club hongrois? J'ai un doute. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ensuite, on a les demi-centres avec Paoletta Fota, qui est
Paoletta Fopa, pardon, excusez-moi, qui est pour moi la meilleure. Pivot, tu veux dire Pivot, ouais, demi-centre. Non, pivot, pardon, il y a Paoletta Fopa. Bon, pourquoi je dis Fopa Sarah Boukit aussi de Metz, donc il y a Brest et Metz qui est voilà, très très forte. Et encore une brestoise, Oriane Ondono pour les pivots. Et les demi-centres, bon là, les demi-centres, il n'y a pas de brestoise. Voilà, c'est Tamara Horacek et Graza Hadi, qui jouent tous les deux dans le club de Crime. Donc c'est deux filles qui se connaissent très très bien. Voilà, ça peut être un plus. Ensuite, on continue avec les arrières droites. Là, pareil, il n'y a pas de brestoise. Il y a Laura Flip, je ne sais pas comment on dit, de Metz. Léna Granvaux de Metz, donc il y a deux Messines. Et Déborah Lassource de Dortmund, qui est la sœur de Coralie. Voilà. Et pour finir, les ailières droites avec notre... On va dire, ça c'est plus du cru de Brest. Local de l'étape. Tu peux pas. Voilà, Pauline Cotonea, qui est bien revenue, hein, parce qu'elle a été maman il y a 1 an maintenant. Et elle est bien revenue à son niveau pour être en équipe de France, c'est cool pour elle. Lucie Granier de Metz et Alicia Toublanc, qui était une ancienne brestoise, donc on aurait pu en compter une de plus, qui joue en Roumanie à Valsea. Voilà un petit peu le tour. Équipe très costaud sur toutes les lignes, franchement. Et c'est normal qu'elle soit parmi les favorites. Elles sont même favorites un tout petit peu devant la Norvège. Voilà, c'est... bon, Norvège-France en handball féminin, c'est un petit peu la c'est le classique, hein, quoi. Le classico, comme on dit. Il y a une équipe un peu outsider aussi qui peut... Il y a le Danemark, voilà, tu vois, les Scandinaves, Danemark. Et derrière, voilà, dans une moindre mesure, vous avez les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, et comme je vous parlais, la Hongrie, qui est la 7e ou 8e favorite. Donc ça va être compliqué pour elle, mais donc, sait-on jamais à la maison. On sait que ça a fait un petit avantage de jouer à la maison. On l'a vu avec les JO. Ouais. On a battu notre... ça n'a pas servi aux Françaises. Oui, c'est vrai. Oui, bah là, oui, effectivement. Donc écoute, ça va être intéressant à suivre tout ça, et ça commence là dans le 28, j'ai dit, donc le 28 c'est quand fin de semaine. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le format aussi? Parce que des fois, autant chez les gars, j'ai des souvenirs... Jean-Michel Règlement, c'est ça? Ah ouais, c'est pas comme au foot où des fois les tournois sont... Voilà, phase qualificative, on se rencontre en 8e, bim bam boum, c'est parti. En hand, des fois, c'est un peu plus sinueux. Là, ça va. T'as 24 équipes qui sont en 6 groupes de 4. Bon, voilà. T'as les 2 meilleurs qui passent, on va dire, au tour suivant. Voilà. Qui continuent, on va dire, dans le tour principal. Il y aura donc 6 équipes dans 2 groupes. Je compte bien quand même. Et de ces 6 équipes, dans les 2 groupes, les 2 meilleurs de chaque équipe vont faire une demi-finale croisée. Voilà. Donc là, je peux pas te dire qui ça va être, parce que j'en sais rien. Mais, et les 3e de ces 2 groupes de 6 se rencontrent aussi pour truster la 5e place. Et je pense que si elles font ce match-là, c'est que ça doit être qualificatif pour quelque chose. J'ai pas l'info, mais sûrement cette 5e place doit être qualificative pour le championnat du monde. Il y a toujours quelque chose. Bah oui, sinon tu la ferais pas, ça servira à rien. Donc il doit y avoir quelque chose comme ça. Donc il y aura toujours l'enjeu même pour la 5e place. Donc voilà un petit peu comment c'est. Tu veux que je te redise les groupes? Alors peut-être s'intéresser au match de l'équipe de France, de l'équipe de France. Ce à venir dans un c'est déjà temps. Bien. France, Espagne, Pologne, Portugal. Sachant que les Françaises ont fait un petit tournoi, elles viennent de perdre d'1 but contre les Espagnols. J'ai pas vu tout le match, mais la Française ont dominé, elles se sont fait rejoindre à la fin. Donc là, ça va être la revenge. On verra un petit peu qui sera favorite, mais pour moi, la France sera favorite, il n'y a pas de problème. On ne fera pas 2 fois la même erreur. La Pologne, donc, et les Portugais, parce que les Portugaises, donc le handball portugais, chez les hommes, il a vraiment beaucoup progressé. Et là, on se rend compte aussi que petit à petit, chez les femmes, ça progresse aussi. Donc c'est cool. C'est un peu comme au rugby. Les Portugais, mine de rien, handball, ça progresse. Rugby, ça progresse. Donc plutôt intéressant tout ça pour eux. Voilà. Il n'y a pas que Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas que le foot au Portugal. Non, mais il faut le dire. Donc on commence par la Pologne, on enchaîne par l'Espagne et on finira justement par le Portugal. C'est je peux vous donner les dates. 28 novembre, 20h30, France-Pologne. 30 novembre à 18h, France-Espagne. Et le 2 décembre, Portugal, France à 20h30. Donc on a la chance, c'est plutôt des matchs en soirée, parce qu'il y a aussi des matchs en milieu d'après-midi à 15h30. Voilà pour ce focus championnat d'Europe féminin. Oui, mais écoute, voilà, à suivre donc. Mais voilà, à voir tout ça. Mais je vous redis les 2 favorites, France et Norvège. Et on ouvre notre page Paris et analyse avec peut-être une petite continuité dans ce que nous disions juste avant par rapport à ce championnat d'Europe féminin. La France est cotée à combien, mon cher? On trouve de la France à 2,20
Et la Norvège à 2,60. Voilà. Donc, pourquoi ce léger avantage à l'équipe de France selon les books, sachant que le tournoi olympique récent ne leur a pas donné forcément raison. Ça va être... généralement, c'est par rapport au groupe et au croisement que tu peux effectuer. Parce qu'en fait, après, les groupes se croisent, effectivement. Et je pense que... j'ai regardé, c'est que la Norvège, potentiellement, aura un parcours un peu plus difficile, d'où la petite... D'accord. Le petit avantage pour l'équipe de France pour le pari de long terme, entre guillemets, qui va gagner ce championnat d'Europe. Et en termes de PLT, du coup, est-ce que tu nous conseillerais, par exemple, de prendre France et une surprise ou... Qu'est-ce que tu ferais, là ? Là, c'est... Le hand féminin, de toute façon, si vous voulez faire quelque chose, il faut prendre soit la France ou la Norvège. Et après, vous couvrez avec potentiellement, effectivement, du Danemark. Mais là, c'est tendu. Je sais pas, entre la France et la Norvège, qui j'aurais privilégié. Là, c'est vraiment compliqué. Ouais. Alors, je dirais que la value est sur la Norvège parce qu'elles sont à 2,60 et qu'elles sont les tenantes du titre. Et que je trouve que l'équipe de France, quand même si, voilà, il y a une nouvelle génération qui arrive, bon, on a besoin encore... il y a des moments d'absence dans les matchs. Donc ça m'embête un peu, ce que les Norvégiens n'auraient pas. Et ce qui est rigolo, parce qu'il y a des bookmakers qui vous montrent en fait des pourcentages de gens qui jouent. Donc la France est cotée à 2,20. Donc là, sur le bookmaker que je suis sans le citer, il y a 21% des gens qui ont pris la France 2,20 et 79% des gens qui ont pris la Norvège 2,60. Mais ça, pour avoir bossé chez un bookmaker, faites attention à ça. Parce que les bookmakers les utilisent aussi pour vous orienter. Voilà, parce que forcément, quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, il dit « Ouais, Norvège 2,60, 80% des gens jouent dessus. » Ah bah tiens, j'y vais. Attention, derrière, il y a des choses qui se cachent, et si ça vous intéresse, on pourra en parler dans de futures émissions. N'hésitez pas à poser des questions. On ne le répétera jamais assez. Ça fait plaisir. Parce que vous, ce que vous ne voyez pas, c'est que les bookmakers, il faut qu'ils jouent avec les masses d'argent derrière, et pour eux, il faut qu'ils essayent d'équilibrer... les choses pour éviter de prendre un trop gros risque sur telle ou telle équipe. Voilà. Ok. Je vous ai déjà commencé à vous donc la cote initiale, elle se rebidouille après, quoi. Ça peut évoluer, c'est-à-dire s'il y a trop d'argent sur la Norvège, la cote de la Norvège va baisser, celle de la France va remonter un petit peu. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est des vases communicants. Comme quoi, il n'y a pas que des outils stats qui permettent de mesurer une cote. Pour la majorité, oui, mais après, il y a aussi la masse d'argent qui va impacter les cotes. Par rapport à ça, une idée auquel je réfléchissais ces derniers temps, par rapport au fait de... Tu vois, le système de cotation, parce que c'est hérité d'un système anglais, en fait. Ces histoires de... si tu vois une cote à 1,35, machin et tout ça. Et je pense que pour le commun des gens, c'est pas un truc forcément lisible, hors initié du pari sportif. Et pourquoi ne pas les afficher en termes de pourcentage ? Toi qui as bossé parce que je pense que la majorité des gens qui parient, ils s'en foutent. Ouais. Ils parient. Parce que ce n'est que ça, en fait. Oui. Ce n'est qu'une traduction en pourcentage de probabilité, quoi. Une cote de 2, c'est 50%. Mais quand je dis aux gens, ça ne coupe pas forcément de source, en fait. Voilà. Donc, moi, tout de suite, je vois que, oui, si tu as une France... si tu as la France qui est cotée à 2,20, donc elle a précisément, je sais pas, mais... Une chance sur 2. Oui, 48% de chance, quelque chose comme ça, de gagner. Si c'était un 90, ce serait plutôt du 52, 53, 54% de chance de gagner. Voilà, moi je fais la conversion, moi je la fais parce que moi ça m'intéresse de le savoir. Mais je veux dire que la majorité des gens qui jouent... Mais c'est ça qui te permet d'identifier une value aussi. Oui, puis c'est la différence entre un parieur lambda, un noob, on va dire, et puis quelqu'un qui commence déjà à s'intéresser au pari un peu plus précisément. Il faut commencer aussi à parler en probabilité et en pourcentage. C'est normal. Ça, c'est l'étape d'après, en fait. Voilà, où tu essaies de regarder derrière les codes ce qui se cache, pardon. Ouais. Voilà. J'aurais tendance à penser des fois que ce serait bien de les voir plutôt en pourcentage plutôt qu'avec ce système de notation anglaise. Et on est d'accord, et après on passe au sujet suivant, que normalement, si tu as fait un peu de mathématiques, c'est quand tu as des pourcentages, quand tu fais un sondage, c'est sur 100%. Ouais. Quand tu fais tout. Et ben, amusez-vous à prendre un pari long terme, à convertir les cotes en pourcentage, et vous verrez que ça n'est jamais à 100%. Ah ouais. Voilà. Donc... je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse pourquoi aussi. Oh, c'est bien je ça. sais que on rentre dans les entrailles aujourd'hui. Non, mais certains, ceux qui m'écoutent depuis un moment, savent de quoi je parle. Certains non, mais voilà, parce qu'à un moment donné, le bookmaker doit prendre sa marge. Il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Bref,
Donc voilà, là je suis parti un peu dans la pédagogie, on a dévié, mais bon, parce que tu m'as envoyé sur ce terrain-là. Je crois que c'est un peu pour ça que certaines personnes nous écoutent. C'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. Donc voilà pour moi sur ce championnat d'Europe femmes. Eh bien parfait. Allez, on ouvre une page Ligue des Champions, une grosse et une belle page. Ligue des Champions, incroyable. On va vivre un instant historique, nous, supporters du Stade Brestois. Nous allons voir notre club fétiche. Chéri, battre le FC Barcelone, il s'enflamme, il est chaud. Battre Lionel Messi. Ah merde, non, il joue plus. Bah non. Zut. Non. Et Yamal n'est pas là. T'es le mec Jean-Michel Alabour, quoi. Ah non, mais ce Barcelone avec Messi et Iniesta, face à Brest, fouille, je veux voir ça. Non, Yamal n'est pas là. Yamal n'est pas là. Mais bon, t'es remplacé par Olmo. Je suis pas sûr que tu gagnes beaucoup au change. Olmo Je dis Olmo, moi. Moi, je dis Olmo. Oh, bah, c'est comme tu veux. Il a des origines allemandes? Non, il n'est pas danois. Danois, plutôt. Pardon. Je suis pas sûr que tu gagnes au change. Non. Un petit peu. Mais bon, ça va pas changer la donne. Barcelone aura 80% le temps du ballon, nous 20. Donc, il faudra essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec. Un énorme exploit, ce serait de ramener un point. Ce serait incroyable. Sachant qu'on a les Smelou en moins. Voilà. Ah ouais, par contre, là, pour ceux qui n'ont pas suivi... il s'est pris un coup à Monaco au-dessus de la plaque qu'il a sur le péroné, qu'il avait éloigné des terrains pendant un moment. Donc tout le monde a retenu son souffle. On n'en sait pas plus en fait. T'as non. Des infos? Non, moi non plus. Mais non, il reviendra pas avant 2025. Voilà. Bon, heureusement qu'on n'est pas au mois de juillet et qu'on est fin novembre. Tu vois? Bah ouais, on a pas mal de choses cruciaux. Mais honnêtement, j'ai toute ma confiance en Fernandez. C'est vrai? Parce que je trouve que c'est un bon joueur aussi. Bah ouais, international suisse. Non, mais c'est vrai en plus. Il ne faut pas l'oublier. Je trouve que c'est un bon joueur. Alors, niveau technique en dessous de Lesmelou et moins impact player si tu veux. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et pour faire le taf à Barcelone. Purée, j'ai hâte de voir l'équipe. Ça peut le faire. Le 11 ouais, brestois. On sait pas en fait encore. J'ai hâte de le voir. On sait pas. Parce que nous enregistrons cette émission, il est 15h47. Ouais, voilà. Il reste 3-4 heures avant le... Non, il reste 4-5 heures avant le début du match, mais oui, la compo, je l'ai pas encore. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, qu'est-ce que je te dis? T'as l'impression de voir, je te dis, un jeu vidéo. J'espère juste qu'on va pas se prendre une branlée. Je veux bien qu'on perde 2-0, 3-1, ce qui serait tout à fait logique, et de toute façon, voilà. Qu'on montre un beau visage, qu'on se batte, qu'on se fasse pas marcher dessus, qu'on prenne pas forcément de rouge. Enfin, ça joue à la régulière, en fait. Tu vois? Après que tu perdes. Alors, pour vous dire, c'est ce que j'avais demandé à Pierre-Yves, la cote d'équilibre de l'handicap but, les bookmakers voient 3 buts d'écart. Voilà, entre guillemets. Ok. Vu que la cote est 1,16, ça me paraît assez, pour que personne gagne, ça me paraît effectivement assez logique. 2 buts et demi, 3 buts d'écart, oui, pour moi, normalement, c'est au moins ça qu'il y a de différence entre les deux équipes, minimum. Donc bon. Voilà. On espère, voilà, on vit un rêve. Profitons-en, continuons-le encore un peu. Et avec Pierre-Yves, on s'était dit, nous, on sera entraîneur, on met l'équipe B, on met l'équipe A contre Strasbourg. Parce que là, Ligue des Champions, on a pris ce qu'on avait à prendre. Et Strasbourg, par contre, va falloir aller taper les 3 points ce week-end. D'ailleurs, on va peut-être en parler tout à l'heure sur les codes de ce match. Ah, le petit Camblanc, s'il était titulaire ce soir, ce serait. Alors, Camblanc, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre quota, parce qu'on est obligé d'avoir des joueurs du cru. Voilà. Il a joué, il a été prêté à Concarneau en Ligue 2 il y a 2 ans. Bon, il n'a pas le niveau. Il grappille quelques minutes ici et là, je t'ai fait. Il va pas très très vite. Après, voilà, c'est un joueur correct, mais je pense que c'est plutôt un joueur de Ligue 2 pour moi. Voilà, donc si... et puis ce serait beau, voilà, si Eric Groy, comme ça, offrait comme cadeau ça, ce serait sympa, franchement, ce serait sympa. Donc, à voir ce qu'il va nous réserver. Surprise. Oui. Allez, on regarde cette carte de Ligue des Champions. Alors peut-être, j'avais quelques idées. J'aimerais bien avoir ton avis. Alors, Arsenal va jouer au Sporting Portugal. Le Sporting Portugal qui marchait, marchait sur l'eau, avant qu'on ne vienne piquer son entraîneur. C'est toujours comme ça, au Portugal. Ouais, mais ça, là c'est dur. C'est dur pour les Portugais. Et écoute, c'est comme si on nous avait piqué les Smelou en janvier dernier. Exact. Même pire, en novembre. Oui, parce que là, c'est hors de tout mercato. Vas-y, ça ressemble à un transfert NBA sorti tout droit de nulle part. C'est que ça fait mal. Et je vois la cote d'Arsenal à 2,18. Oui, c'est vrai. Elle est à 2,20, moi j'ai vu même.
Et je serais tenté, moi, par le double chance, sur le papier, comme ça. Mais tu sais quoi, c'est parce que le Sporting, ils sont deuxième de Ligue des Champions. Ouais. Bon, voilà. Alors après, il faut regarder un peu qui ils ont joué et tout le monde va nous dire c'est comme Brest, ils ont joué des quiches. Enfin, le dernier match, ils ont mis 4-1 à Manchester City. Je dis ça, je dis rien. Hein. En Ligue des Champions. Ouais, mais avec le dernier match de leur entraîneur. Oui, mais c'est pour ça que tu comprends pourquoi la cote est comme ça. Ok. Et c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Que tu prendrais Arsenal entre nos bêtes ? Ouais, au double chance. Pour avoir un truc. Pour avoir quelque chose de correct. Ouais. C'est ça ? Ouais. Arsenal, ça c'est une énigme. Parce que contre PSG, oui, je les ai vus jouer, je trouvais pas mal. Après, c'est vrai que c'est alors tu peux me dire que la value, elle est aussi du côté du Sporting aussi, parce que 3,30 après avoir battu Manchester City à domicile. Non, mais c'est ça. Ouais, mais vu qu'il n'y a plus le même entraîneur, après, je pense pas que les préceptes du jeu aient changé. Enfin, il a dû garder la même chose. Mais Arsenal ne perd pas, donc Arsenal ne perd pas au double chance, hein, c'est la même chose. C'est 1,30. Ouais. Ça te va, ça, comme cote ? Ouais. Faudrait combiner à autre chose. Ouais. 1,30 à 1,20. Là, du coup. 1,30 fois 1,30, c'est 1,69 de mémoire. Ouais. Qui devient intéressant. Mais là, du coup, j'ai moins envie. Tu t'attendais à quoi ? Non, comme ça, mais tu sais, sur le papier, tu cherches un peu la cote qui peut être intéressante, que tu vas partir de 2, quoi. Pour un dronobet ou un double chance. Cette phrase-là, ouais. c'est typiquement la phrase d'un parieur récréatif. Parce que quelqu'un qui joue pour le plaisir veut une cote au moins de 2 pour au moins doubler sa mise. Voilà. Mais c'est pas une critique, hein, c'est juste je me dis qu'à partir de 2, tu sais, je cherche le dronobet. Mais tu réfléchis exactement comme un joueur qui, à la limite, s'il perd son pognon, il s'en fout, il veut vibrer, et il veut, s'il gagne, doubler sa mise. Voilà. Mais un parieur pro ne va pas forcément parier en fonction de ce que va lui rapporter la cote qu'il va prendre. Il va fonctionner en fonction potentiellement de la value que lui il voit. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà. Alors qu'effectivement, je veux dire, un parieur peu récréatif, oui, il va. C'est pour ça que les mecs, ils font des combos à 1000. Ouais. Mec, je mets 1 euro, j'ai 1000 euros. Ouais, enfin bon, avant que ta cote de 1000, elle passe, les poules ont des dents, et encore. Non, mais la cote potentiellement de Arsenal en double 150, pas mal. Mais quand je vois que le Sporting avait réussi à coller 4-1 à Manchester City, je modère. Mais bon, t'as vu d'autres choses Vas-y, dis-moi. L'Atlético Madrid qui se déplace à Prague. Bon, c'est facile de gagner à Prague, non ? Ben, je sais pas, je me dis que Brest a réussi à le faire. Ouais, L'Atlético, victoire sèche à 1,62 quand même. C'est normalement meilleur que Brest. C'est pas mal. Ouais, écoute. Après l'Atlético, je sais pas comment ils font. Ils gagnent toujours grec d'un but, machin. Ils sont 2 ou 3e toujours de Liga, c'est incroyable. Alors moi, ils font partie de pas mal de mes combinés long terme, top 4 en Espagne. Mais 1,60. Il n'y a pas de value. Il n'y a pas de value, 1,60. Non. Là, tu m'aurais dit 1,90. Oui. Largement. Mais 1,60. Pour le moins 1,60. Par contre, c'était nul Prague, hein, mais je crois que quand on les a joués, ils avaient beaucoup de blessés, et j'avoue que je ne sais pas s'ils ont récupéré des blessés. Ok, bon. Donc, voilà, c'était... voilà. Et autre pari qui... Voilà, je veux bien avoir ton avis, c'est Monaco-Benfica. Monaco en double chance. Ouais. Et là, les cotes sont pas mauvaises. Je trouve solide Monaco, Zakaria est revenu. Et Monaco, mine de rien, t'imagines que s'il tape Benfica... Benfica, c'est pas forcément le Benfica d'antan. Hein. Je crois qu'ils sont au milieu de tableau, ils sont 20e. Ils ont perdu chez eux contre Feyenoord. Après, ils ont été perdre au Bayern. Bon, voilà. Mais avant, ils avaient mis 4-0 à l'Atlético de Madrid. Donc, dans cette compétition des champions, c'est un peu chiant à décrypter. Écoute, j'aime bien ta double chance de Monaco. Je pense que Monaco, ça peut être solide et ne pas perdre contre Benfica. Voilà, je pense. Ok. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est Aston Villa Juve aussi. Oh, purée, mais celui-là, j'étais complètement indécis, alors du coup... Vous savez pas ? Bah non, je me disais, j'ai eu mon réflexe pas bien que tu disais tout à l'heure, où je regardais, la Juve à 3 ? Ah non, mais moi j'irais sur Aston Villa. Toi t'irais sur Aston Villa ? Ouais. À la Juve, je sais pas, je les ai pas trouvés flamboyants, je les avais regardés. C'est ce que je te dis, ils ont fait 1-1 à Lille. Non, moi c'est Aston Villa que j'avais vu contre. C'était la dernière journée. Ils jouaient contre Bruges et je l'ai trouvé emprunté, quoi. Ah oui. C'est vrai que leur dernier match de Ligue des Champions
À Bruges, ouais. Bah, après Aston Villa, c'est vrai qu'ils sont pas dans une super passe. C'est pas le Aston Villa du début de saison, effectivement. Mais bon, la Juve, en ce moment, c'est pas. J'ai du mal à voir la Juve aller s'imposer à Aston Villa. C'est plutôt ça, en fait, qui me fait dire que j'irais plutôt sur un double chance ou un match nul remboursé d'Aston Villa. Même si, effectivement, je te dis, Aston Villa, en ce moment, c'est un petit peu poussif, même si c'est une équipe que je pensais voir dans la première partie de tableau, forcément, en Angleterre. Et ce qui, voilà, là, ils patinent un petit peu, hein, écoute. Ils sont 8e, ils restent sur deux nuls de défaite. Ouais, mais voilà. De là à voir la Juve aller battre Aston Villa, je sais pas trop. Mais ce serait pas forcément si j'avais un pari juste à jouer dans la semaine, ce serait pas forcément ce pari-là que je jouerais, et je le prendrais pas forcément non plus en Ligue des Champions. Voilà. Ok, bon. Hein, ok. Tu nous dis où ? C'est en Ligue 1 ? Oui. Eh ben, allons-y sur la Ligue 1 la prochaine journée. Allez, est-ce que tu commences ou je commence ? Vas-y. C'est pas... Je t'ai utilisé la victoire sèche de Paris dans un combiné, tu vois, à 1-20, et s'en servir dans un autre match ou dans un autre truc. Ouais. Parce qu'ils jouent contre Nantes. Ouais. Ils trouvent Nantes dégueulasse. Bah là, c'est... Nantes, ouais. C'est la crise. Ouais. Bah, je vais te dire, oui, mais un 20 au foot. Oh putain, contre Nantes, tu mets le bus, ça peut faire du 0-0, j'en sais rien. Après, tout dépendra aussi du match de Ligue des Champions. Bayern, si tu prends 4-0, est-ce que tu auras la tête dans les chaussettes ou est-ce que tu voudras montrer quelque chose d'autre ? J'avoue que j'ai toujours du mal, moi, avec ces trucs. Du 1-20 en victoire sèche. Je répète, le foot, c'est le sport avec le plus impondérable. Donc j'ai toujours le frein à main quand je vois des trucs comme ça. Même si c'est du PSG Nantes et qu'effectivement, normalement, on n'est pas censé avoir photo. Mais bon, je vais pas là-dessus, moi. Ok. Pas là-dessus. Et bah alors, sur quoi tu vas ? Bon. Alors, tout en enlevant... Lille-Rennes, c'est passé. La semaine dernière. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Oui, bah, ça mettait fin à mes 2 paris d'avant où j'avais été très déçu des équipes sur lesquelles j'avais joué. Là, il y a Brest-Strasbourg. Et c'est pas parce qu'on a besoin de points qu'on va gagner. Hein. C'est pas comme ça que ça marche, vous le savez très bien. Oh, tu vas pas parier contre ton cœur. En plus, je pourrais même pas le voir, ce match, je pourrais pas le voir. J'ai des obligations à cette heure-là. Mais donc, écoute, voilà, un match nul. Déjà, prendre un point contre Strasbourg, ce serait pour nous le minimum syndical. Donc, un match nul remboursé. Mais sachant qu'on a mis, tout dépend de l'équipe qu'on va mettre ce soir contre Barcelone. Si on met la même équipe qu'on a mis contre Monaco, forcément, on pourra pas mettre qui était notre meilleure équipe. Si on met notre meilleure équipe contre Barcelone, on pourra pas mettre notre meilleure équipe contre Strasbourg. C'est pour ça que je pense que ce soir, il va pas forcément mettre nos meilleurs joueurs à Barcelone pour récompenser justement aussi ceux qui ont moins de temps de jeu. Et si on met notre meilleure équipe contre Strasbourg, je ne nous vois pas perdre quand même. Si tu mets du Lala, Chardonnay, Koulibaly, Haïdar en défense, ça c'est notre défense qui est costaud. Si tu mets Fernandez, Camara, Magnetti au milieu, ça c'est du milieu qui est costaud. Et devant tu mets Ajorc, tu me mets, alors Del Castillo j'ai du mal en ce moment parce qu'il n'est pas en forme, et tu me mets Sima, voire à la place de Mama Baldé, enfin bon bref, ok, là j'ai du mal à nous voir perdre contre Strasbourg, et le match nul remboursé peut être intéressant. Voilà. Et bien voilà pour la partie foot, on va répondre à vos questions. Oui, tu lèves la main. Oui, vous le voyez pas, on n'est pas filmé. Lille à Montpellier à 80, non ça te parle pas? Lille à Montpellier. Ah ouais, aussi. Bah, tu vois, il y a une petite différence de niveau. Bah, combiné avec la victoire du PSG contre Nantes. Ah, tu veux vraiment la mettre celle-là? Bah vas-y, on dit que tu aurais fait ce combiné-là, on verra bien. Ouais. Mais bon, bref. Lille, 80 à Montpellier. Ok. On va dire que les bookmakers jouent sur la fatigue lilloise parce qu'ils vont pas forcément jouer sur le jeu de Montpellier. C'est un peu même s'ils nous ont battu 3-1, mais pour avoir vu le match... on a fait un non-match, donc voilà. Ok, non mais voilà pour moi. Si j'avais le couteau sous la gorge, je prendrais ce match nul remboursé. On répond aux questions ? Oui. On répond aux questions. Alors avec une première question qui nous est... je suis désolé pour le pseudo, je vais pas bien le prononcer. On va dire que c'est Guiguit, BRN 9039, qui nous demande pourquoi on ne vous a pas entendu depuis si longtemps.
Oui, alors je l'avais un peu dit dans la première émission. Il y avait eu une pause parce que une boîte était venue me démarcher pour avoir une exclusivité. Voilà. Et ce que j'avais fait. Et donc, on faisait, vous le voyez pas, mais on faisait une émission, voilà, un podcast, voilà, mais privé, en fait. Voilà. Et donc, vu qu'il y avait un contrat, je pouvais pas faire autre chose. Entre guillemets, c'est ça. Voilà. Et donc, je donnais des pronos pendant, je sais plus combien de temps ça a duré, 3 ans. 2 ans. 2 ans, 3 ans, enfin bref. Mais que à cette boîte-là, en fait. Voilà. Et donc, je sais plus ce que j'avais dit, mais sur les PLT, sur ces 2-3 ans-là, j'ai eu 15% d'ROI. Et en pari court terme, en ne jouant que sur des bookmakers NJ, je devais tourner en ROI à 4 ou 5%. Vous allez dire c'est ridicule, mais en pari court terme sur de la NJ, 4-5% de roi, c'était plutôt très bien. Et je me limitais en pari court terme à... C'était 3-4 paris par semaine. De toute façon, j'avais dit, moi, je parie pas pour parier, je parie si je vois une value, si je vois quelque chose qui est intéressant, sinon, je m'abstiens. Voilà. Donc, j'avais pris un truc bas et j'avais dit, allez, on va dire en moyenne 3 par semaine. Et les PLT, je tournais à 50-60 par an. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai disparu, parce que je pouvais pas me montrer, en fait, j'avais un contrat et voilà. Et ce contrat s'est terminé l'été là. Et c'est pour ça que vous nous revoyez tout simplement maintenant, toujours aussi passionné. Et voilà. Donc, et on s'est dit avec Pierre-Yves, vu qu'on aimait bien le format, on s'est dit, allez, on se relance, rebelote. Et voilà. Et pour tout vous dire, on a la première partie de l'émission qui est diffusée sur la radio où bosse Pierre-Yves. Voilà, et on la diffuse en local. Et la deuxième partie que je mets là sur la chaîne YouTube et qu'on mettra, on se pose la question en podcast, elle n'est pas diffusée à la radio parce qu'on parle, exclusivement de paris sportifs. Voilà, donc si tu as quelque chose à rajouter. Non, voilà, tu as tout dit. Voilà, j'ai tout impeccable. Dit. Et Donc, tu as abordé un sujet qui va nous permettre de rebondir sur une deuxième question. C'était celle posée par Thomas Clou-Michel. ce serait... Hein refais-moi ça. Thomas Clou-Michel. Thomas Clou-Michel. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. J'ai toutes les syllabes. Tout est là. Voilà. Alors, ce serait intéressant lors d'une prochaine émission, si vous avez le temps, de savoir s'il est vraiment possible d'être gagnant long terme en paris sportif, en imaginant juste gagner en moyenne 150 € par mois, par exemple. Ça paye 2-3 factures, hein, voilà. Banquerolle de départ, choix de cote et du montant de mise, gestion de variance, montagne russe, voilà. On va répondre à cette question-là, pas à cette émission-là, mais l'émission de la semaine prochaine. Voilà. Parce que ça demande un gros sujet, c'est ça ? Non, parce que pour faire les choses bien, tu vois, là, on est déjà arrivé à l'émission quasiment 30 minutes, si ce n'est plus. Donc voilà, on s'était dit qu'on essayait de faire un format assez court d'une demi-heure pour pas entre guillemets que vous gaver. Je trouvais pas un autre mot, mais bon bref, même si vous êtes des passionnés, on essaie de faire un format une demi-heure, c'est très bien. Donc cette question-là, on y reprendra, mais avec ce que je viens de dire juste avant, où je t'ai dit que j'avais un roi quand j'ai disparu, et puis c'est un roi perso aussi moi que j'ai, parce que les pronos que je donnais, je les prenais. Alors roi, pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est le retour sur investissement en fait que vous pouvez avoir avec vos paris. J'étais, je te dis, les 3 ans, j'ai dû tourner à 15%. C'est ça. Je vous redonnerai les chiffres exacts parce que j'ai gardé en fait. Alors j'ai pas pu garder parce qu'ils me les ont pas donnés forcément. J'ai pas pu garder tous les paris que j'ai donnés. J'ai fait quelques screens d'écran, mais j'ai surtout j'ai fait un screen d'écran du nombre de paris que j'ai fait en pari long terme, du roi que j'ai, et j'ai fait la même chose en pari court terme. Donc j'ai tous ces chiffres-là. Voilà. Mais en tout cas, je t'ai dit, j'ai pas un roi négatif, donc forcément, encore heureux. Forcément les bénéfices. Les bénéfices étaient là, et je leur ai dit, mais cette année, j'ai un gros coup de gueule pour la Ligue des Champions, parce que c'était comme une vache à lait. Tous les ans, c'était des bénéfices sur des combinés avec des équipes. Ah, tu veux dire avec le changement de format? Oui, moi j'aimais bien les poules de 4, parce que tu prenais le favori top 2, tu les combinais, il y avait très rarement de surprises, mine de rien, parce que tu avais toujours un gros favori, un outsider,
un mec du milieu qui finirait troisième et puis la quiche, quoi. En gros, c'était toujours ça. Ouais. Et t'arrivais à sortir des cotes 1,50, 1,60 en combinant 3-4 cotes. Et c'était bankable, comme on dit. Et cette année, c'est plus pareil. Et donc, ça m'embête parce que ça m'a enlevé quand même quelques paris long terme qui étaient, on va dire, juteux et bénéficiaires. Donc moi, ça me gamme un peu, même si c'est super pour Brest et tout. Et il y en a beaucoup qui aiment bien cette nouvelle formule, parce que je trouve ça c'est sympa, ça donne la chance un peu. Ouais. Côté sportif, c'est quand même plutôt une réussite. Sympa. Voilà. Donc Thomas Clos-Michel, on ne t'oublie pas et on y répondra. Et la semaine prochaine, on y répond bien sûr. Voilà. Et bien voilà, c'est parfait. On a clos cette émission pour cette semaine. Et voilà, parier gagnant, c'est terminé pour cette semaine. J'avais une petite question qui m'a traversé l'esprit aussi en préparant cette émission. Je vois que les Spurs se débrouillent très bien. Tu avais proposé un PLT sur un certain pourcentage de victoire côté San Antonio. Oui. Malheureusement, ça se passe bien. Malheureusement pour ton pari, ça se passe bien pour les Spurs en ce moment. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir réagir, réajuster ou pas de panique à bord ? Non, mais pas de panique à bord. Parce que ça n'a pas bougé encore le cut. Ça n'a pas bougé le cut, comment j'allais dire, du nombre de victoires en fait en NBA pour les Spurs. Donc écoute, les books considèrent que voilà, ils peuvent faire quelques. Parce que là, attends, ils ont battu Golden State Warriors, mais ils ont remonté combien de points ? Enfin, c'était énorme. 25 points, je sais plus, un truc comme ça. Donc écoute, non. Moi, je pense que l'effectif des Spurs n'est pas fait pour... n'est pas fait pour durer toute la saison. Quand Chris Paul va se blesser, là, je pense que ça va leur faire mal. Le cut, donc là, il est toujours à 34,5 victoires avec une cote à 1,76 sur les bookmakers étrangers. Voilà. Donc, moi, j'ai entendu du 35,5, 36, mais je ne sais plus combien j'ai pris exactement. Il faudrait que je regarde mon tableur. Mais non, il est toujours pareil, hein. C'est pas et on sait qu'en deuxième partie de saison, quand les All-Star Games sont finis, toutes les grosses teams se mettent en mode machine de guerre, ça défend mieux et tout. Là, on est au début de saison, quoi, donc on verra bien. Et ils peuvent, mais avec 32, 33, 34 victoires dans leur division, potentiellement les Spurs, ils peuvent accrocher une place en play-in, par exemple, ce qui serait déjà très bien. Voilà. Je savais très bien que les Spurs finiraient pas à 20 victoires cette année, mais voilà, j'estimais que le cut que les bookmakers avaient mis était un peu haut, donc. Pour moi, il y avait value, c'est pour ça que je l'ai prise, mais on verra. Ok, et bien voilà, c'est parfait pour cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude. Oui. Écoutez, une petite question, si vous avez besoin. Un commentaire, voilà, quand je dis, on répond voilà, aux questions, n'hésitez pas si vous en avez. Et puis surtout... Et exceptionnellement, nous publions cette émission ce mardi soir, voilà, pour être en phase avec l'actualité. Oui. Si elle paraît demain matin et qu'on ne vous parle pas du Stade brestois, ce serait chelou. C'est pas très intéressant, mais bon, voilà. Et en tout cas... Et allez Brest, hein, pour conclure. Eh bien, exactement. Ici, c'est Brest.